Oui, ça y est, ouais. Ça y est. Bonjour Mathieu. Salut. Donc là, c'est la troisième interview des leaders. Donc j'ai souhaité t'interviewer toi, Mathieu, parce que depuis le départ, enfin ça fait 3 ans, 4 ans À 80, maintenant qu'on 80, se ouais. suit, 4 ans, 2015. Ça fait 4 ans qu'on se suit et moi je suis admirative de ton parcours. Donc je te laisse te présenter. Ça marche, merci. Merci en tout cas pour tes mots. Donc, moi, je m'appelle Mathieu Boinet, j'ai 34 ans, je suis aujourd'hui conférencier professionnel. Et Gabi l'a mentionné, on se suit depuis 4 ans. Conférencier professionnel, c'est très récent, je pense qu'on y reviendra après. Voilà, donc j'ai écrit un livre, je suis sur YouTube, enfin, j'essaie d'être un peu actif sur tous les tableaux, clairement. Et ça se passe plutôt bien. Ok. Mais tu es coach aussi. Alors officiellement oui, mais je ne communique plus là-dessus si tu veux. Ah, J'essaie vraiment de m'orienter exclusivement sur la conférence, mais tant que c'est pas encore périn, si tu veux, je prends encore des coachings et quelques petites missions en entreprise de temps en temps, tu vois. et comment t'en es arrivé là alors? Est-ce que tu À as la, toujours été dans ce domaine? à la conférence, tu veux dire? À la conférence? Ouais. De toute façon, le cheminement, il est. Le cheminement, j'allais dire, il est très simple, ça dépend pour qui. Le cheminement, il fait qu'en fait, quand je suis arrivé dans cet univers-là, comme tu le sais, je suis arrivé par la porte du développement personnel. Et au fil du temps, au fil des coachings, des accompagnements, etc., je me suis dit, mais attends, mais tu travailles sur la structure interne tu travailles sur la structure des gens. Pourquoi tu pourrais pas travailler sur une structure à plus grande échelle, tu vois? Donc c'est comme ça que je me suis orienté sur l'entreprise. Et pareil, de fil en aiguille, etc., etc., j'ai fini par me faire repérer par Michel Poulard, qui est un conférencier très connu et à l'international aussi. Et en fait, il m'a dit, Mathieu, je vois en fait de quoi tu es capable, j'aimerais te former. Et je me suis laissé porter sans savoir ce qu'il voyait. J'ai intégré son école de conférencier, je me suis formé. Alors moi, j'ai suivi un peu ce parcours-là. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu t'es fait financer ta formation? J'ai adoré cet épisode-là. Alors là, j'espère que les Ouais, gens qui vont regarder cette bien. vidéo, ils ont de quoi noter. En fait, au début, le premier obstacle, et je pense que c'est l'obstacle où 95% des gens, ils s'arrêtent là, l'argent. L'argent, c'est des formations en prise de parole, il y en a plein, mais des formations de conférenciers professionnels, pour l'instant, j'en connais qu'une, et c'est 10 000 balles. Mhm. Voilà, on va pas se mentir, c'est 10 000 balles. Et je rassure tout le monde qui regarde, les 10 000 balles, je les ai pas. Donc, du coup, vraiment fort de ça, je me suis dit, mais comment je vais faire? Donc, j'ai commencé par faire une cagnotte en crowdfunding. J'ai fait des demandes de mécénat auprès de diverses sociétés, des demandes de mécénat auprès de plusieurs banques. Par le biais de Céline Pod, tiens, Céline Pod m'a fait découvrir un listing comme ça interminable d'associations qui peuvent éventuellement prêter de l'argent pour ce type de démarche et de projet. Et en fait, j'ai secoué tous les cocotiers. En fait, je les ai tous secoués et j'ai pris ce qui tombait. Et j'ai fini par trouver mes 10 000 balles. Ok. Et il y avait l'histoire avec le banquier aussi. Je sais plus. Rafraîchis-moi la mémoire. Le banquier connaissait Michel, vous connaissez le travail de Michel. Alors, je suis donc dans une banque. Je suis client dans une banque en tant que privé et pro dans la même banque. Et cette fameuse banque est très consommatrice de conférences pour leurs événements. Donc du coup, allons-y au culot et à l'audace. Je me suis dit, bah voilà, j'aimerais me former auprès de Michel Poulard. Vous savez, c'est le conférencier que vous faites intervenir souvent dans votre établissement là. Et ça a fait jouer pas mal de trucs en ma faveur aussi, ouais. Ok. Ouais. Donc, dès le départ, tu es parti sur tous les fronts parce que tu étais motivé. Ah, carrément. Mais qu'est-ce qui fait courir Mathieu Boinet? Qu'est-ce qui fait courir Mathieu Boinet? Alors ça, je pense que le jour où j'aurai vraiment la réponse
très précise, je pense on peut marquer ça dans un livre. Mais je te dirais la passion. Hmm. Oui, voilà. On peut rajouter l'amour, mais bon, ça. Oui, en fait, oui, mais c'est large. En fait, on peut le prendre large, la passion. Et c'est rigolo que tu dises le mot amour parce qu'à une période, bon, c'était mon côté un petit peu emmerdeur, hein. Je disais, de toute façon, je m'en fous, j'aime pas les gens. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Sinon, je ferais pas un métier comme ça. C'était un peu pour mettre de la distance, tu vois, et être tranquille, mais c'est des conneries. Tu fais ce genre de métier parce que tu aimes profondément les gens. C'est ça. Et justement, ça rend fou. J'ai même envie de te dire, ça pourrait presque blesser de voir un monde qui tourne pas rond, de voir les gens qui font n'importe quoi, de voir, tu vois. Et Michel, outre la qualité exceptionnelle de sa formation, il m'a fait vraiment prendre conscience d'une chose importante chez moi que je ne voyais pas. Je suis un influenceur et le métier de conférencier veut ça aussi. Mais je ne me rendais pas compte que ça faisait déjà, avant de rentrer dans son école, ça faisait déjà 3 ans que j'influençais beaucoup de gens, tu vois, de par mes partages, de par mes vidéos, de par mes articles, de par tout ça, tu vois. J'avais pas conscience de ça et il m'a fait en prendre conscience. Et la cerise sur le gâteau, c'est en fin de conférence, quand les gens ils viennent te voir et ils disent, mais tu viens de changer ma vie, quoi. Waouh! Tu te dis, ah ouais, c'est moi qui ai fait ça. Du C'est coup, est-ce que incroyable. c'est toujours, est-ce que tu as toujours ce réflexe de mettre les gens à distance? Oui, mais pas pour les mêmes raisons. Les gens que je mets à distance, c'est ceux que, vraiment, en termes de ressenti, c'est ceux que je sais qu'il y aura un problème tôt ou tard, donc je garde une distance. Et vraiment, je m'écoute. Là-dessus, j'ai vraiment appris à m'écouter, ce qui fait que je suis très proche des gens. Je suis très proche des gens, mais si je suis proche de quelqu'un, c'est qu'il y a une bonne raison. Par contre, si je mets une distance, c'est qu'il y en a une aussi. Tu vois? D'accord. En filigrane, finalement, on parle d'hypersensibilité, ou en tout cas d'une sensibilité La vérité, je suis hypersensible depuis toujours. depuis petit. Oui, ah oui, oui. Et ça, c'est pareil, tu sais, l'hypersensibilité, je sais qu'aujourd'hui, on met encore un gros couvercle là-dessus parce que oh, c'est pas bien, il faut pas être hypersensible. C'est des conneries, c'est des conneries. Et une fois, avant vraiment que j'en fasse mon métier, j'intervenais, tu sais, dans le cadre de la PNL sur des petites conférences dans des villages, etc., etc. Et une nana qui vient me voir et qui me dit, je me rappellerai toujours parce que ça m'a marqué, et même les mots que j'ai eus m'ont marqué. Elle me dit, mais je suis hypersensible, comment je peux me soigner? Quoi? Je dis quoi? Je dis, mais pourquoi c'est un problème hypersensible? Alors, elle me fait tout le listing, c'est un problème pour ci, pour ça, pour machin. Et en fait, dans ce que j'entendais dans son discours, c'est un problème aux yeux du monde, aux yeux de l'entourage, aux yeux de l'extérieur. Je dis, mais pour toi, qu'est-ce que ça t'apporte dans la vie, en fait, d'être hypersensible? Et là, elle a eu tu sais, le mouvement de corde, tu sais, la prise de conscience. Ah, bah, ça m'apporte ça, ça m'apporte ça, ça m'apporte ça. Puis en fait, je me repère avec les gens parce que je les ressens, et nanana, nanana. Je dis, mais en fait, c'est bien d'être hypersensible. Et elle s'est mise à pleurer, elle me dit, oui, c'est bien. Est-ce que pour toi, ça a toujours été évident, justement, cette hypersensibilité à gérer, à Non, accepter parce que quand tu sais, en fait, c'est toujours le même problème quand tu sais pas mettre un mot dessus. Tu dis qu'est-ce que j'ai qui va pas, tu vois. Et donc c'est forcément un problème, inévitablement. Ouais. Ok. Et aujourd'hui, dans ton activité, comment tu te sers finalement de tout ce que tu es pour progresser? Alors, maintenant, en employant les termes politiquement corrects qu'on peut utiliser en milieu. Politiquement correct. Ah non. Non, mais en tout cas, il y a dans le milieu de l'entreprise, on parle d'intelligence émotionnelle. C'est pour ça que je plaisantais avec le politiquement correct. Moi, ça me permet d'avoir développé une intelligence émotionnelle, j'ai envie de te dire. Parce que, par exemple, je prends toujours les feedbacks de l'extérieur, c'est toujours bon pour progresser. Par contre, en fait, j'ai développé cette capacité à déjà très rapidement me faire un feedback en me disant, ah, ok, par rapport à mon ressenti, en fait.
Ah, bon, là, j'ai merdé. Ok, là, il faudra que je fasse gaffe. Là, c'est ok. Là, j'ai merdé, il faut corriger, etc. Tu vois? Donc, ça m'a fait développer cette capacité d'autocritique pour pouvoir ajuster le curseur. Et même en conférence, tous les publics sont différents. Il y a pas de mauvais public. Il y a des publics peut-être plus difficiles parfois, mais il n'y a pas de mauvais public, il n'y a que des mauvais conférenciers. Et donc, du coup, quand tu sens que ça prend pas, hop, il faut vite ajuster en termes d'énergie, en termes bah, si tu dois coller une anecdote en plein milieu, histoire de remonter un peu le niveau, enfin, tu vois. Et je pense que cette sensibilité me permet justement de me perfectionner plus rapidement. Il y a une espèce de mouvement intérieur-extérieur qui se fait très vite et Ah qui, oui, ah oui, c'est-à-dire la suradaptation qui se faisait peut-être avant sur la sensibilité devient un vrai outil. c'est ça, en fait, c'est plutôt, bah, au lieu de subir la sensibilité, ça devient l'outil au service d'eux, en fait, tu vois? D'accord. Ok. Et aujourd'hui, est-ce que tu es heureux d'être conférencier? Ah, carrément. Ah, carrément. Je crois que Ça maintenant, se voit pas, hein. ça commence à se savoir, je crois, hein. Ouais. Et c'est quoi ton thème de prédilection? Alors, bah, toi, tu le sais, je parle énormément d'audace. Et en fait, je tiens à préciser que ça m'est pas venu comme ça, à dire, tiens, je vais parler d'audace. Durant cette fameuse formation, et dans la pédagogie, il y a quelque chose qui est très bien ficelé, c'est-à-dire que avant d'intégrer l'école, on a un coaching. On a un coaching qui fait émerger du plus profond de nous-mêmes, en fait, notre pépite, comme ils appellent ça, mais vraiment le message qui nous anime. Et en fait, au cours de ce coaching, pour moi, ça m'a fait prendre conscience que toutes les étapes de ma vie ont été parsemées d'audace et d'actions audacieuses. Parce que à un moment où tout le monde aurait stoppé, tout le monde aurait foutu le camp, il en reste, tu sais, je suis genre le capitaine qui coule avec le bateau, quoi. Eh ben, il en reste toujours un, c'était moi, tu vois. Donc je dis, non, moi c'est bon, j'y vais. Ouais, j'y vais, allez, hop, cartez-vous, j'y vais. Et j'ai pris conscience de ça, en fait. Pour toi, c'était naturel. Ah ouais, et oui, et lors de ma dernière conférence il y a 2 semaines à Compiègne, là, c'était une journée qu'ils avaient appelée Journée de l'audace. Il y avait, donc j'étais le seul conférencier, mais il y avait plusieurs intervenants qui venaient après témoigner. Il y en a un qui a voulu me chercher, il m'a dit après, c'était juste pour te taquiner, voir ce que tu allais répondre. Il m'a regardé, il m'a dit, mais Mathieu, l'audace, ça n'existe pas. J'ai dit, mais oui, tu as raison. Et il m'a regardé un peu décontenancé, parce qu'en fait, l'audace, c'est un qualificatif. On va juger que quelqu'un a entrepris une action audacieuse parce que nous, on n'a pas été foutus de le faire, tu vois. Donc, parce que moi, ce que je fais, je le fais naturellement, tu vois. Mm. Donc, je me dis pas, je suis audacieux. Je me lève pas le matin en me disant, en gonflant les pectoraux et en me disant, Je bonjour, prends je suis pas les audacieux. boucliers tout de suite. Ouais, voilà, bonjour, je suis audacieux, quoi. Non, c'est bonjour, je suis Mathieu et je fais ce que j'aime dans la vie, quoi. Ok. Voilà. Et non, mais en fait, là, j'ai juste envie d'être à une conférence, tu vois. Tu m'as embarqué, j'ai perdu mon fil. C'est pas, Ouais. c'est pas grave. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se trouve justement pas audacieux, vu que l'audace n'existe pas? Qu'est-ce que si quelqu'un regarde la vidéo et se dit oui, mais moi, pour toi c'est facile, mais cette personne-là se dit ben moi c'est pas mon cas. Eh ben, je commencerai par une question. Je commencerai par dire à chaque personne qui regarde cette vidéo, prends ta problématique la plus récente, l'objectif que tu te refuses à atteindre. Qu'est-ce qui te bloque? Temps de réponse. Et la question qui vient derrière, est-ce que tu vas mourir? Tu vois, question con, hein. Qu'est-ce que tu vas mourir? Est-ce que tu vas mourir? Pourquoi cette question? Parce que d'abord, c'est volontaire, hein, c'est pour faire ce qu'on appelle une rupture de pattern. Parce qu'en fait, dans l'inconscient du cerveau, la plupart des gens qui s'empêchent d'atteindre un objectif, c'est parce que tu sais, la fameuse zone de confort, le cerveau il dit stop, fais pas ça, tu vas mourir. Mais c'est des conneries. C'est des conneries. Par contre, les questions plus pertinentes qui doivent venir derrière, c'est bon, qu'est-ce que tu risques à faire ça? Hop, temps de réponse. Maintenant, qu'est-ce que tu vas gagner à faire ça? Et s'il y a plus de valeur dans qu'est-ce que tu vas gagner que dans qu'est-ce que tu risques, il n'y a plus aucune raison de ne pas le faire, quoi. Est-ce que ça suffit? Eh ben,
Si ça suffit pas. Moi, je te dirais oui. Moi, je pars du principe que je connais des gens hyper sceptiques. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ces interviews-là, de dire, ben, voilà, ou des personnes qui ont beaucoup lu, qui ont beaucoup engrangé de connaissances et de savoir, mais qui finalement ne sont pas passées à l'action. Eh ben, Donc, de faire ce tri-là. c'est les plus trouillards. Je ne veux vexer personne, mais je vais sûrement heurter quelques sensibilités. Les plus sceptiques, ceux qui ont développé le plus de connaissances de par la lecture, de par les vidéos, c'est les plus pétochards. Pourquoi? Parce que à un moment donné, on a tous un enfant à l'intérieur de nous et on a mis un couvert de plomb, une chape de plomb plus ou moins épaisse. Mais moi, en fait, je le sais, ma plus grande force, c'est d'aller puiser dans cette âme d'enfant. C'est-à-dire l'enfant, on le dit tous, c'est ces enfants qu'on a autour de nous. Dis donc, on dit ils sont téméraires. Non, non, ils n'ont juste pas tous les filtres que nous, qu'ont d'adultes, on s'est mis avec l'évolution de la vie. Ils réfléchissent pas, ils y vont. Nous, le fait de réfléchir, c'est déjà un frein. C'est déjà un premier frein. Donc, toutes ces personnes qui ont développé un amas de connaissances, ça va être c'est celles qui ont limite le plus besoin d'un coaching parce que j'ai tout de suite l'image qui me vient. Tu mets la lampe frontale, tu prends la pioche et puis il faut dégrossir déjà tout ce qu'il y a autour. Et à côté de ça, sur des faits plus concrets, dans les mécanismes du cerveau, tu parlais de personnes réfractaires. Je vais te donner un exemple que je suis sûr que tu connais parfaitement. Tu vas dire, alors, tu vas poser une question peut-être à un de tes clients, oui, mais c'est quoi ton objectif? C'est ça? Il va te dire, oui, mais, stop, stop. On s'arrête déjà là. Le oui, mais, c'est ce qu'on appelle en PNL un métaprogramme. C'est-à-dire que les gens ont développé une technique d'évitement. C'est oui, j'ai mon objectif, mais en fait, j'ai trop la trouille. Il veut dire ça, oui, mais, tu vois. Et non, oui, mais ou non, mais, c'est pareil, hein. C'est-à-dire que le cerveau a développé des techniques pour éviter, des techniques d'évitement. Donc, c'est tellement plus facile, on reste dans la zone de confort. Oh, c'est trop dur, je vais pas y arriver. Et on n'atteint jamais son objectif. Et du coup, on est bien d'accord, si on prend conscience de la technique d'évitement et qu'on y va, on ne meurt pas. On est d'accord. Il n'y a aucun client qui est mort. Jusqu'à maintenant, en 4 ans, je touche du bois, là, je touche du bois. Voilà, mes clients sont intacts, ils sont contents, ils ont même acheté mon bouquin, tu vois. Donc je pense que normalement, tout le monde est content. Alors, moi, je te pose la question parce que ça m'intéresse, parce que moi, j'ai un peu un parcours un peu atypique, un peu dans tous les sens. Et du coup, ça m'intéresse parce que en tant qu'ancienne recruteuse, il y a ce truc d'un CV, ça doit être linéaire. Toi, tu avais un métier d'origine, tu as changé, Ouais. tu as écrit un bouquin, tu es conférencier, on te met dans quelle case? Du coup, comment toi t'es arrivé? Alors, comment t'es arrivé au livre? On me met pas. On te met pas, tu sors de toutes les cases. Comment t'es arrivé au livre, du coup, dans ton parcours? À quel moment tu t'es dit, bah tiens, j'ai envie d'écrire un livre? En Et fait, comment tu l'as écrit, du coup? Comment tu l'as... eh ben, enfin, j'ai envie de te dire c'est facile. Bah, pour moi, encore une fois. Euh, En fait, il faut savoir, les gens ils se disent oui. Tu sais, j'ai d'ailleurs fait une vidéo. Attends, c'est sur quoi? Je sais plus quand est-ce que je l'ai fait. Ah bah tiens, c'est mon nouveau teaser que j'ai fait sur ma chaîne YouTube et sur mon site d'ailleurs. Je me disais merde, où est-ce que j'ai dit ça? Tu sais, avec la magie des réseaux sociaux, ça sert beaucoup maintenant pour les entrepreneurs du web comme nous aussi. C'est très utile. Mais le pendant de ces réseaux sociaux, c'est que les gens vivent par procuration, tu vois. Ouais, mais pour lui, c'est facile. Oh mec, moi la dernière fois qu'on m'a dit ça, ça fait longtemps qu'on me l'a pas dit, hein, mais la dernière fois qu'on m'a dit ça, je dis mec, à la base je suis charpentier, je suis timide, je suis réservé, je suis introverti, je vis dans ma bulle, j'aime pas les gens, je suis complètement antisocial, j'aime pas parler. Je dis, et je suis conférencier aujourd'hui alors que c'était des conneries que je me répétais, tu vois. Après, c'est vrai que je parle pas beaucoup du fait que j'étais timide parce que maintenant il y a un trop plein d'anciens timides qu'on voit partout. Euh, mais parce qu'en fait, j'étais pas à ma place. J'étais pas à ma place, donc j'avais créé un monde autour de moi pour me protéger et c'était foutez-moi tous la paix, tu vois. Le jour où je me suis découvert, je dis, oh, tiens, oh, il y a de la lumière là, tiens, oh, c'est sympa.
Et le jour où je me suis découvert, j'ai dit, mais plus jamais je reviendrai là où j'étais. C'est mort, impossible. Et le livre, en fait, il s'est fait comme ça. Je me suis pas dit, je vais écrire un livre. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais partager? Tu vois? Et ça a été le livre, je l'ai écrit en moins de 2 mois. Je l'ai écrit en moins de 2 mois. En moins de 2 mois, j'ai eu 10 réponses favorables de maisons d'édition, donc j'ai eu plein embarras du choix. Enfin, nickel, quoi, tu vois? Non, mais en fait, j'ai envie de te dire, tu as trop de la chance. C'est de la chance. Bah, alors ça, c'est ma mère m'a dit ça il y a quelques mois, et d'habitude, je rebondissais jamais là-dessus. Et quand elle m'a dit ça, je dis non, maman. Elle m'a regardé. Je pense qu'elle a compris dans mon regard. Elle m'a dit, tu as créé ta chance. C'est ça. Et en fait, créer sa chance, la chance, ça n'existe pas. C'est des opportunités. En fait, quand vous dites à quelqu'un, tu es chanceux, mais regardez maintenant, portez votre attention sur le chemin et les actions mises en place par la personne pour créer l'opportunité qui a généré cette chance. C'est ça, la chance. C'est une opportunité créée. Regarde, moi, regarde, j'habite dans le sud de la France, d'aller tous les 4 matins sur Paris à des événements, aller rencontrer des gens, poser des questions. Je te prends l'exemple tout bête, naïvement, à ma sortie de l'école des conférenciers, j'ai contacté une agence de conférenciers et bon, j'ai dit bonjour, comment ça Il y a se de la passe? lumière. Voilà, c'est ça, hein, c'est ça. J'ai dit bonjour, comment ça se passe en fait si on veut être référencé chez vous? Et en fait, ils m'ont même pas répondu. Ils sont allés étudier mon profil, ils m'ont ajouté direct dans leur catalogue et maintenant je me suis retrouvé dans le catalogue des plus grandes agences de France, tu vois. Parce qu'ils ont vu auprès de qui je me suis formé, ils ont dit celui-là, on le chope direct, tu vois. Du coup, je rebondis sur l'importance de se faire accompagner former ou accompagner par des personnes vraiment qualifiées. Tout à fait. Tu vois? Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de coachs, il y a plein de programmes, il y a plein de. D'ailleurs, on s'est rencontrés sur un programme, mais voilà, il y a plein de trucs. Et pour quelqu'un qui ne sait pas qui il est ou ce qu'il a envie de faire, c'est très facile de se noyer. Et du coup, le prix n'est pas garant de qualité. Par contre, j'ai envie de dire la renommée de Bah, la personne. on va arriver aussi sur la notion d'argent parce que c'est lié. Euh, En fait, je mettrai une grosse vigilance là-dessus pour ta communauté qui va regarder ça. C'est qu'en fait, il faut prendre son temps. Le premier critère, c'est de prendre son temps. Que vous soyez extrêmement désireux de faire une formation, c'est tout à votre honneur, bravo. Mais maintenant, prenez le temps. Parce que par exemple, l'autre jour, j'ai mis un petit commentaire un peu salace sur Facebook sur une formation PNL en ligne. J'explique pourquoi. J'ai mis ce commentaire salace, comme je dis, pourquoi? Parce que c'est dangereux. Ces gens-là sont dangereux. Et je pèse mes mots, ils sont dangereux. Moi, je me suis formé auprès d'une école qui est dans le sud de la France. Et en fait, même si j'y connaissais rien à l'époque, ben, j'ai regardé un petit peu comment ça se passait et si ça répondait à certaines certifications. Donc, je suis formé à la PNL et c'est certifié NL-PNL, qui est une certification francophone, et INL-PTA, qui est une certification internationale. Ça sonne bien à l'oreille, ça pète quand on le dit, mais le but, il n'est pas là. C'est qu'en fait, ce type de certification, c'est un gage de qualité de contenu de formation. Quand vous faites une formation qui n'a pas de certification derrière, c'est même pas la peine d'insister. Et Voilà. ça, c'est méga important. Non, mais c'est vrai parce que moi, souvent, on me dit, oui, mais ta formation de sophrologue, il y a des sophrologues, il y a des formations de sophrologues sur Groupon à 80 €. C'est Et c'est des gens. c'est une formation qui n'est pas réglementée, c'est un métier qui n'est pas réglementé. Et donc, après, les personnes peuvent se retrouver face à des sophrologues qui ne sont pas formés. Et ça, enfin, voilà, c'est super important de se dire que savoir auprès de qui on se forme, et c'est aussi gage de réputation. Finalement, toi, tu es rentré dans ce référencement-là du fait que tu avais une formation de conférencier de qualité, reconnue. Oui, oui. Bah, et puis Michel, allez, admettons Michel, il n'a pas de certification. Michel, il est conférencier depuis 15 ans et il est connu à l'international. Donc je ne suis pas allé me former à la conférence chez le premier pingouin du coin, quoi, tu vois.
Les pingouins, si vous nous regardez. Donc, Ça marche. Et tu voulais parler d'argent alors? oui, bah, de toute façon, c'est lié. Si vous voulez que les choses changent, et puis de toute façon, c'est ma conclusion de conférence. D'ailleurs, il faut miser sur vous. Et miser, ça coûte de l'argent. Quand vous voyez une formation hors de prix, je suis désolé de casser le mythe, mais il y a de grandes chances que ce soit une bonne formation. Donc, c'est un peu toutes ces choses-là. Je généralise, hein, Ouais. il y a toujours des exceptions, on est d'accord, mais une formation onéreuse, c'est déjà qu'en principe, ça doit répondre à quelque chose que vous ne trouverez pas ailleurs. Euh, Tu vois, ma formation de conférencier, elle coûte très cher, elle coûte 10 000 balles. Je suis tellement bien formé que je l'ai déjà remboursée, tu vois, Tu l'as remboursé en combien de temps? en 2 conférences. D'accord. Donc, parce qu'un conférencier professionnel, c'est pour ça aussi que le label professionnel il est important, eh ben, c'est que tu peux vendre des conférences à un certain prix aussi. Quand je vois des conférenciers qui vendent une conférence à 700 euros dans l'entreprise, euh, c'est des gens dangereux parce qu'ils influencent quelque part et le patron, il sait pas ce qu'il fait quand il fait appel à ces gens-là, quoi. C'est pas possible. D'accord. Et est-ce que tu as travaillé ta relation à l'argent, justement, en devenant entrepreneur? Est-ce que à un moment, tu t'es heurté à des questions internes ou externes d'argent? Et est-ce qu'à un moment, tu es parti regarder cette relation-là ou ça n'a jamais été un problème pour toi finalement? Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Je pense que à un moment donné, on est tous confrontés à ça. Même les personnes qui n'ont pas spécialement à la base de problèmes liés à l'argent. Par exemple, moi, mon tout premier client, Tu t'en euh, souviens? c'est le genre de truc qui marque assez. Ouais, ouais. Mon tout premier client, j'étais en plus, voilà, tu sors de formation, tu es très protocolaire, très scolaire, très machin. Tu sais, le bon petit élève, limite le psychologue avec les lunettes là et le carnet là. Encore. Voilà. Donc moi, j'avais bien déroulé mon truc de manière très scolaire pour m'assurer que tout était bien et nanana. Mais au moment de me faire payer, enfin de le faire payer, c'était oui, en fait, eh ben, oui, ah, payer, ah, oui, ben, si ça vous dérange pas trop, 50 euros, tu vois? Donc c'était la merde. C'était la merde au début, évidemment. Au fil du temps, tu commences à devenir plus à l'aise, même si je me rappelle qu'en arrière-plan, le fait de me faire payer comme ça, de la main à la main, il y avait quelques freins. Et en fait, le jour où la première fois que j'ai augmenté mes prix, un peu mal à l'aise au début. Pareil, il y avait encore toujours un petit peu en trame de fond, un peu mal à l'aise. Et en fait, un jour, j'ai un de mes potes qui me dit, Mathieu, tu fais payer combien tes coachings dans le domaine perso? Bah autant. Et dans le domaine pro, bah autant. Ok. Donc, tu sais que tes coachings, ça vaut 3 pizzas? Là, j'ai cru que j'allais tomber à la renverse. J'ai dit, tu es en train de ramener tout ce que j'apporte aux gens à des pizzas. Mais le problème, c'est qu'il avait raison. Donc, en fait, et ce genre de prise de conscience de déclencheur, j'ai dit, mais maintenant, je pose une question aux gens, quelle valeur tu accordes à ton bien-être? Alors, attention, j'ai rien contre lui, mais je te prends l'exemple de David Laroche qui fait payer des coachings. Limite, il faut faire un crédit pour prendre un coaching chez lui. Moi, je trouve que c'est abusé. C'est mon point de vue, je trouve que c'est abusé. Euh, Moi, je sais que tu vois, un coaching en tête à tête aujourd'hui, j'en fais quasiment plus parce que j'ai plus le temps. Mais quand je prends quelqu'un, c'est 90 euros, tu vois. Quand je prends un entrepreneur, c'est 250 euros. Donc, c'est qu'est-ce que je vais apporter à l'autre, tu vois? Ouais. Et puis te connaissant un peu aussi et pour avoir usé aussi de tes services, tu comptes pas ton temps. Enfin, à l'époque. Non, mais c'est toujours pareil. Mais c'est une séance. Une séance, c'est une séance, tu vois. Ouais. Voilà, je suis pas regardant. Puis les gens, je sais qu'une de mes qualités qui est beaucoup mise en lumière par ma communauté, c'est ma disponibilité, en fait, parce que, tu sais, il y en a beaucoup qui osent pas, genre, Ah, mais Mathieu, t'es à Paris, t'es à Bordeaux, t'es à Marseille, t'es à Nice, t'es à machin. Je dis oui, mais je suis dispo, tu m'appelles, je te réponds, et puis je te réponds pas, tu me laisses un message, je te rappelle.
Et en fait, le fait que tu sois aussi accessible, bah, moi, je trouve ça normal. Parce que le fait d'avoir une influence sur le monde, il faut aussi pouvoir répondre à leurs questions, quoi. Ouais. En tout cas, moi, j'étais super agréablement surprise que tu aies accepté l'interview parce que justement, je pensais que tu étais hyper, enfin, je sais que tu es hyper occupée, je te suis sur les réseaux sociaux et tout ça. Le Et temps, quand tu m'as répondu quasiment tout de suite oui, et tu me dis, ah, mais ce serait un honneur, je dis, mais non. et le temps, je le prends maintenant. En Ouais. fait, le temps. Je vis, je dois dormir avec mon agenda presque, mais je vis avec mon agenda et tout passe par l'agenda en fait. Mais je prends le temps. C'est pareil, je j'ai pas trop le temps de voir mes potes. Tu vois, demain soir, je vais manger avec mes copains pour mon anniversaire. Petit comité. Merci. Je ne chanterai pas la chanson, il fait Petit, beau. petit comité, on se voit pas beaucoup, mais tu vois, demain, je vais passer un bon moment avec les copains. Euh, c'est vrai que quand tu évolues dans ce monde-là, eh ben, tu perds un peu, bah, tu perds du monde autour de toi parce qu'il n'y a plus les mêmes centres d'intérêt, il n'y a plus la même façon de penser. Donc, quelque part, on se comprend plus. Mais par contre, tu vois, j'ai des amis autour de moi, c'est des gens extraordinaires. C'est la vie. Et voilà, comment tu vis justement, tu sais, ce moment où à un moment, tu es en transition et tu sens que ton monde d'avant n'est plus ton monde d'avant. Finalement, comment est-ce que toi, tu passes ces caps-là? Est-ce que c'est facile? Est-ce que Je suis très tu vois où ton sentimental. meilleur ami de lycée, ben, il y a un moment où tu te dis, qu'est-ce Non, qui je suis s'est passé? très sentimental comme garçon, hein. Rigole pas, hein. Les premiers temps, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. J'avais du mal à lâcher, tu sais, à laisser partir ce qui doit partir en fait. J'avais du mal parce que la nostalgie des belles années, des trucs comme ça. Et tu sais, la vie, c'est un bon prof, hein. Il y a un dicton qui dit la vie, c'est un bon prof parce que si tu piges pas la leçon, elle te la refout dans la figure. Donc, c'est ça, il y a quelques années, j'ai perdu une amie très proche qui a choisi de mettre fin à ses jours. Et en fait, le cercle d'amis d'enfance, ça l'a complètement fait exploser à un point même où certains étaient agressifs face à son choix, tu vois. Quitte à oublier de là où on venait, le fait qu'on avait grandi ensemble et tout. Et j'avais essayé pendant longtemps de tenir la baraque, en fait, hein, le syndrome du sauveur, entre guillemets. Je m'étais dit, je vais essayer de tenir la baraque et de garder tout le monde uni. Euh, Lourde tâche et vaste responsabilité. Et en fait, le jour où j'ai pigé que c'était pas à moi de faire ça, que moi, par exemple, mon ami, je garderai toujours son bon souvenir dans ma tête et dans mon cœur, mais que les autres sont responsables de leurs choix et de leur vie et de leurs actions, à partir de là, tu vis plus léger, quoi. Donc ça a été ma première étape en termes de développement personnel. Et ma plus belle leçon, j'ai aucun problème à partager ça. Tu connais un peu mon parcours, tu sais qu'il y a eu des jolies embûches. Ça a été il y a 3 ans maintenant. Il y a 3 ans, par rapport à mon développement, j'ai ma famille qui s'est farouchement opposée à ce que je faisais. Mais à un point où donc ma mère m'a dit qu'elle ne voulait plus me voir. Et ma sœur disait, Mathieu, je ne veux plus que tu sois le parrain de mon enfant. Donc là, en fait, à l'intérieur, je me suis retrouvé face à un choix. Je me suis dit, est-ce que tu continues à arpenter ce chemin où tu te découvres tous les jours, tu t'épanouis et tu contribues à quelque chose de plus grand dans le monde? Parce qu'il ne faut pas avoir peur de dire que voilà, moi je fais un boulot qui a du sens pour moi, parce que je vais laisser une trace derrière moi et que je contribue à aider les gens, à que chacun puisse s'élever. Quelqu'un qui travaille et qui n'a pas de pourquoi, ben, vous pouvez venir me voir. Non, mais c'est important de travailler avec du sens. Et en fait, je me suis dit, bah, tant pis, ça a fait sens pour moi. Je tiens bon. Je tiens bon, je tiens bon. Ça a duré 2 ans. Pendant 2 ans, plus de nouvelles, plus de sons, plus d'images. Et le jour où elles ont pris conscience qu'elles ont été complètement cons, bah, elles sont revenues vers moi. Et c'est là où il faut juste mettre sa fierté et son ego dans sa poche. J'ai pas été en mode, oui, mais vous avez été con avec moi. Non, eh ben, bon retour, bienvenue, c'est bon, c'est ok, on peut discuter. C'est dans ces moments-là où tu remballes ta fierté, quoi. Et Est-ce aujourd'hui, que c'est remballer sa fierté ou refixer d'autres règles de jeu? hmm,
il y a un package, j'ai envie de te dire. Quand voilà, je sais qu'avec ma sœur, ça a été plus direct. J'avais été beaucoup plus prudent avec ma maman parce que j'avais toujours eu plus jeune le sentiment qu'elle ne me connaissait pas. Donc j'ai été plus prudent sur les nouveaux liens avec ma mère, mais ça s'est très bien passé au final. Parce que elle, de son côté, a expérimenté d'ailleurs 2 cancers du sein qui lui ont provoqué une énorme prise de conscience. Donc elle, en fait, elle a fait son chemin et c'est ça que j'ai compris dans cette leçon. Moi, je vis ma vie, je vis mes expériences à mon rythme et à ma façon et je suis en aucun cas responsable de la façon dont les autres perçoivent le monde et comment ils font le choix d'interagir par rapport à ça. Et le jour où j'ai intégré ça, en fait, c'est là où j'ai lâché, j'ai dit, bah, la mère, la sœur, je vous aime, mais je vous laisse faire votre truc et arrêtez de me faire du mal, en fait, tu vois. Et en fait, c'est comme ça qu'elles sont revenues. Elles ont mis 2 ans, mais elles sont revenues en comprenant qu'elles avaient été cons, quoi. D'accord. Donc, remballer son ego et puis redéfinir les. Ah bah maintenant, elles peuvent me dire ce qu'elles veulent, je m'en tape. Mais donc, du coup, tu vois, c'est rigolo parce qu'elles ont même acheté mon bouquin. Et ça, Ouais. les premiers temps, j'ai dit, oulala, qu'est-ce que Il y avait c'est? des trucs secrets là-dedans, sur elle. Ah bah oui, en plus, oui. Donc, puis elles l'ont très bien, enfin, je l'ai bien écrit aussi. Donc, il n'y a pas d'agression ni de mise en accusation, tu vois. C'est juste un fait mis en lumière, tout simplement. Ok. Donc en fait, c'est beau parce que, tu vois, ce matin, j'étais invité dans une CJD, Centre des jeunes dirigeants, où en fait, j'ai été agréablement surpris de voir que ce genre de mouvement met en avant le développement personnel. Mais pourquoi? Parce ils ont compris que quand on est entrepreneur, et de toute façon, on est tous entrepreneurs déjà de notre propre vie, quand on est entrepreneur, le développement professionnel passe par le développement personnel. Parce que si on est bien dans ses baskets, on est bien dans son boulot, qu'on soit patron ou salarié, en fait, hein. Ah ouais. Et c'est vraiment un espèce de cycle comme ça, hein. Vie pro, vie perso, ça développe l'un et l'autre se Exactement. développe en permanence. Parce que Ça- des fois, moi, les gens viennent en disant je veux un accompagnement perso, sauf qu'au final, on touche forcément, enfin, on peut pas ne pas toucher une sphère où. C'est ça. Bah, après, ça dépend vraiment du contexte et du pourquoi les gens y viennent. Mais par exemple, moi, j'ai une amie. Enfin, au début, tu vois, j'allais dans les réseaux, j'avais reçu une chef d'entreprise de mon âge. Au début, je pensais, à la fin, j'ai facturé un perso parce que elle venait pour des problèmes pro. On n'a jamais parlé de pro, en fait, c'était que du perso, tu vois. En fait, les vraies problématiques tournaient autour du perso. Donc, c'est étroitement imbriqué. Et même elle, elle me le disait. Bah, ce qu'on a fait là, moi, ça m'a éclairé ça dans ma vie professionnelle derrière, tu vois. Si t'es bien dans ta vie, t'es bien dans ton taf. Bon, alors, comment faire pour être bien dans sa vie? Est-ce que c'est un truc qui arrive tout cuit un jour Faut faire des choix. Mais c'est quoi ce gros mot? Ben, Alors, qu'est-ce... juste avant que tu répondes, je vais dire un truc parce que ça m'a trop plu. C'est cette semaine, mon fils, il a essayé d'esquiver la piscine parce qu'il ne Ouais. sait pas nager. Il a essayé d'esquiver je sais plus quoi et à la fin, il vient mais tout dépité et il me dit Maman, je me rends compte que chaque fois que je fuis un choix, il y en a 1000 derrière qui. J'adore, mais c'est ça. J'adore ton fils, mais c'est ça. La tête qui allait, les épaules affaissées, la réalité de la vie. Bah ouais, il y a des choix en fait, tout le temps. En fait, tôt ou tard, la vie, elle te le ramène, elle te le resserre sur un plateau après, hein, sous le nez. Tiens. Mais c'est ça. À un moment donné, tu peux reculer l'échéance tant que tu veux. Tôt ou tard, il faut faire un choix. Et être bien dans sa vie, si tu comptes être bien dans ta vie sans faire de choix, je pense que tu as raté un chapitre, hein. Là, là, il y a des choix à faire, c'est clair. Est-ce qu'il y a des bons choix? Ils sont forcément bons. Ils sont forcément bons puisque, bah, puisque même si tu te plantes, tu apprends. Et là, Ah, bah ça. on arrive sur la Ah, notion d'échec. Une fois, je me rappelle, vraiment dans mes débuts en vidéo, j'avais fait une vidéo sur l'échec. Alors, pareil, le parfait petit écolier, tu sais. Et il y a un mec qui me dit, ouais, moi, je suis pas d'accord. Moi, l'échec, c'est ci, c'est ça, c'est machin. Et en fait, le mec avait interprété ma vidéo. Et moi, en commentaire, je lui dis, mais mec, réécoute ma vidéo.
j'ai jamais parlé de ce que tu viens de dire là. Et là, ah ouais. Et en fait, parce que, et ça c'est très français en plus, cette culture de l'échec, elle est horrible. On nous apprend à, on nous apprend de par le perfectionnisme à réussir. Mm. Et allô, allô, comment vous voulez réussir? Oui, vous là qui me regardez dans le petit trou de la caméra, comment vous voulez réussir si vous n'apprenez pas en échouant? C'est pas possible. L'échec, et Idriss Aberkan le dit très bien, l'échec, c'est un diplôme. Le tout, en fait, le tout, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va en faire. Ah, tiens, là, je me suis planté. Ah, super, bah ça, je viens d'apprendre que c'est pas comme ça que je devais le faire, mais je vais peut-être essayer comme ça. Ou alors, vous avez le choix, c'est ah, je me suis planté. Oh, je suis nul, j'y arriverai jamais, c'est la faute des autres, le monde est trop injuste. Voilà, les deux attitudes pour apprendre. C'est où on reste sur place, où on avance. Donc, faire des choix pour être heureux. Voilà. Et alors, le mythe de la mission de vie. Mythe ou réalité? Genre, est-ce que moi, Gabriel, ou toi, Mathieu, tu nais avec le petit rayon de lumière qui dit ta la la la, ta mission, ça sera. Parce Alors, que finalement, est-ce que c'est pas en faisant que tu te rapproches? Parce que tu as peut-être une idée de ce que tu as envie, de ce que ça pourrait être. Alors, on peut, mission de vie, on va dire que le terme est très vague. Des fois, c'est même mis sur le dos, tu sais, des gens un petit peu trop, comme je le dis encore, des fois, des perchés du bulbe, là, tu sais, de tous ces. Ah ouais, mais je les appelle, ouais, j'ai plus de pitié. Moi, j'ai arrêté, en fait, j'ai perdu la patience avec ces gens-là. C'est perché du bulbe. Tu sais, les thérapeutes qui pensent qu'on vit encore coincés entre les bisounours et les licornes, tu vois, entre les deux. Donc, c'est ceux qui refusent catégoriquement de descendre sur Terre. Je dis oui, on a tous une mission de vie, après chacun l'interprète à sa façon. Et ce matin, je discutais avec une nana qui, dans les mots qu'elle employait, était beaucoup plus terre à terre, mais qui rejoint exactement la mission de vie. Elle m'expliquait qu'elle avait étudié un truc qui lui a permis de développer son domaine d'excellence. C'est-à-dire prendre conscience de là où on est bon, parce que vous tous qui regardez, vous avez tous un talent, voire plusieurs. Vous êtes tous uniques en quelque chose. Vous avez tous une capacité que les autres n'ont pas. Et le tout est, donc là, en termes de business, elle m'expliquait, elle a fait ce truc-là, c'est prendre conscience de sa zone d'excellence et de la monétiser voilà, quand on veut être à son compte. Mais c'est exactement pareil pour la mission de vie. Il n'y a pas le manuel, le parfait manuel du bon petit terrien qui va, hop, et qui saute dans ses baskets. Bonjour, j'arrive. Attendez 2 secondes, je mets mes baskets de ma mission de vie là. C'est les baskets de ma mission de vie, j'y vais. Là, c'est par là. Non, non. Moi, ma mère me dit maintenant, putain, mais n'empêche, quand j'y pense, quand tu étais gamin, ben, en fait, t'emmenais tout le monde avec toi. Mais gamin, eh ben, tu galvanisais les gens, t'emmenais tout le monde avec toi, tu créais des groupes, tu machin, etc., etc. Donc, elle me dit, quand j'y réfléchis, maintenant, je suis même pas étonné que tu fasses ça. Mais il y a cette étape de gamin. Après, il y a l'enfant. Et là, je pèse mes mots et je vais encore heurter pas mal de sensibilité. Il y a l'enfant qu'on conditionne à savoir faire quelque chose dans la société. Et à aucun moment, on lui demande ce qu'il veut être et pas faire. Voilà, on referme le volet. On secoue. Voilà. Après, donc il y a l'éducation. Après, il y a le système éducatif qui vient prendre le relais là-dessus. Non, 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 vous débranchez votre cervelle, vous allez accomplir un rôle dans la société. Non, non. Et grâce à ça, on met une grosse chape de plomb sur l'individualité de l'être. Et c'est allez, mais soyez des bons petits moutons et faites ce qu'on vous dit, quoi. Alors, de l'éducation, il en faut. De Mais la culture. voilà, mais l'éducation nationale, c'est une institution qui est extrêmement vieillissante, qui n'est plus, il faut le dire, qui n'est plus du tout à jour, clairement. Euh, Parce que, allez, il y a quelques années encore, un surdoué, dans la cour de récré, on lui crachait à la gueule. Et aujourd'hui, on met un mot là-dessus en disant, tiens, c'est pour ça qu'il fonctionne différemment. Donc non, tu vois, moi j'ai été étiqueté mauvais élève. Devant moi, en sixième, mes profs ont dit à ma mère, ça m'a marqué, hein, j'en ai encore reparlé l'autre jour. Ils ont dit, Madame, votre fils, il est bon à rien, on n'en fera que dalle.
Ça, c'est terrible. Hein. Pour la confiance en soi, c'est exceptionnel. On m'a dit que j'étais autiste. Tu Mais vois? plusieurs fois. Hein. Et c'est pas un handicap que d'être autiste, même si c'était vrai. Bon, Les, peut-être. les Asperger, c'est des génies. C'est des génies. Euh, et donc, on m'a Mais envoyé ils en ont pas de- mais dans l'inconscient. Et on m'a envoyé en lycée professionnel parce que même encore, j'ai été triste d'apprendre qu'aujourd'hui, les lycées pro, on mettait les gens encore là parce qu'on ne savait pas où les foutre. Je trouve que c'est navrant parce que oui, maintenant, je suis quelqu'un qui est très doué de ses 10 doigts, je suis très manuel, mais j'ai plus envie de faire ça, tu vois. Et en plus, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a diagnostiqué surdoué en 2015. Et ben en fait, j'ai pas pris le melon pour autant, mais j'ai dit, tiens, ça y est, j'ai compris pourquoi le système scolaire classique, ça collait pas. Ça collait pas parce que je fonctionnais pas dans le même moule, en fait, quoi. C'était pas, ça pouvait pas matcher. D'accord. Donc, on est toujours dans se connaître finalement. Revenir à soi, se connaître Ça et part. connaître son mode de fonctionnement. C'est ça. C'est ça. Maintenant, il y a des outils fabuleux pour ça. Il y a la PNL, l'énéagramme, des trucs vraiment pour des outils pour la connaissance de soi qui sont extraordinaires, ouais. Numérologie créative. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, c'est super. La quoi? La numérologie créative, Oh, je connais pas. c'est super. Enfin, c'est vraiment en outil de connaissance de soi. Je trouve ça intéressant parce que ça te montre un peu tes potentiels quand ils sont développés, quand ils sont, alors je sais plus quand on dit, quand ils sont en involution et en évolution. Tu sais, Ouais, quand ils sont comme en énéagramme, tu sais, quand tu es en plus ou en moins. ouais, Et ouais. je trouve ça hyper éclairant sur les modes de fonctionnement. Et moi, si tu veux, je suis en lutte contre moi-même parce que ça m'a mis du 1, du leader et du 4 de l'organisation. Et je me dis, bon, allez, elle s'est peut-être trompée, mais je crois pas. Mais c'est justement ça qui est. C'est pour ça aussi, enfin, tu vois, d'avoir entendu ton histoire racontée autrement. Ça me redonne encore le sens de pourquoi j'ai voulu faire ces interviews pour montrer justement des parcours. Euh, Tu vois, tu étais charpentier et aujourd'hui tu es conférencier, tu es passé de 50 euros de séance à je sais pas combien divisé par deux, tu vois, je suis toujours nulle en maths. Mais et c'est cette progression-là et tu te dis pas que tu es arrivé, tu vois, tu as encore envie de. Ah, moi, je me considère comme un débutant encore, hein. J'ai l'impression, en fait, c'est marrant parce qu'à chaque fois que je repense à mon parcours, j'ai l'impression que je suis encore au début. Et ça fait 4 ans. Alors pourtant, mon début, il monte à mon début, mais j'ai vraiment la sensation à l'intérieur de moi d'être au début. Donc c'est qu'il y a encore sûrement peut-être autre chose qui m'arrivera. Je touchons encore du bois. Peut-être que je suis encore au début d'autre chose. Et puis j'ai vraiment envie d'aller loin. J'ai l'ambition, en tout cas, d'aller très loin dans mon métier de conférencier. Je fais un très bon démarrage, on va pas se mentir. Là, je suis en pourparlers avec Coca. Enfin, tu vois. Et face à moi en compétition entre guillemets pour cette intervention, il y a juste quelqu'un d'hyper connu. Là, je me dis waouh, waouh, waouh. Donc, tu vois, les choses, elles commencent à arriver, quoi. Mais bon, c'est du boulot. Ah oui, j'ai oublié de le dire, ça faut travailler. Oui, parce que Mathieu, des fois, on lui met sur ses postes, on lui met Mathieu va dormir. Ouais, oui, voilà, oui, voilà. Je travaille un peu trop, mais c'est voilà, j'ai pas eu ça, ça m'est pas tombé tout cuit dans le bec, quoi. Est-ce que tu as l'impression de travailler finalement? Ah non, Est-ce que tu comptes tes heures? ah non. Est-ce que tu as un système, voilà. Est-ce que tu as un système qui te permet de structurer tout ça, d'organiser et de structurer tout ça? Bah, les seules limites que je me suis mis pour avoir frôlé le burn-out, hein, je suis pas parfait, j'ai frôlé le burn-out il y a quelques mois. Le soir, tous les soirs, il y a une alarme qui sonne à la maison. Déjà à 8 heures, il y a une alarme qui sonne tous les soirs, voilà, 8 heures, tranquille. Enfin, si jamais j'ai pas arrêté avant, maintenant je suis devenu plus raisonnable, je peux même arriver à arrêter avant, c'est bien. À 8 heures, il y a une alarme qui sonne tous les soirs, la douche, manger tranquille, un petit film peinard, et basta. Mais sinon, des fois, je bossais jusqu'à 2, 3, 4 heures du matin, hein, donc après, c'est comme tout, j'ai envie de te dire, c'est beaucoup dans les trucs de MLM que j'entends parler de ça, c'est le temps que tu es prêt à mettre à ce qui t'anime profondément. Mais moi, j'ai envie de te dire que quand tu fais un truc qui t'anime, le temps, c'est une notion extrêmement relative, hein. Ok. Dernière question.
peut-être. Non, pas peut-être. Dernière question, sauf si toi, tu en as après. C'est plus tu montes en entreprise, enfin, en performance finalement professionnelle, plus tes exigences augmentent. Tes partenariats, les personnes que tu rencontres, le type de contrat que tu veux. Est-ce que cette exigence-là se retrouve aussi dans ta vie privée et dans ta vie intime finalement? Est-ce que tu fais des ponts ou pas? Alors, c'est une question extrêmement Es-tu intéressante. exigeant en amour? C'est une question extrêmement intéressante. En fait, je me suis pas fixé de seuil déjà comme ça dans ma vie pro, mais je me rends compte qu'il y a une certaine, il y a un degré d'exigence envers moi-même. Et puis, tu sais, on dit que nous sommes la somme des 5 personnes qui nous entourent. Euh, Moi, je vois par exemple des Sandra Dartevel, des Michel Poulard autour de moi, des personnes comme ça et aussi les amis plus proches qui sont des gens, mais juste que je me dis waouh, que je pourrais faire la danse du soleil tous les jours pour dire merci. J'ai des gens extraordinaires autour de moi. Euh, En fait, je me refuse, voilà, je me refuse à m'emmerder dans ma vie avec des gens qui n'ont rien à m'apporter, parce que ça reste un échange. Moi, je t'apporte un truc, tu m'apportes un truc. S'il y a un déséquilibre, tôt ou tard, ça marche pas. Et dans la vie amoureuse, je ne me pensais pas exigeant. Je pense que je vais revoir ça différemment. Quelque part, je le suis parce que j'ai été avec des nanas super, mais tôt ou tard, elles essayaient un peu trop de me, elles étaient un peu trop étouffantes ou elles essayaient de m'empêcher de me focaliser sur le boulot. Alors oui, je suis égoïste avec des gros guillemets parce que je priorise mon développement professionnel, mais je vais pas passer toute ma vie à développer mon taf ou alors j'ai merdé quelque part, hein. Euh, et j'aimerais, en fait, oui, je suis exigeant parce qu'il faut une nana comme moi. Voilà, oui. Une féminité. Voilà, il faut une nana comme moi. Là, aujourd'hui, je suis célibataire, je le vis très bien parce que je sais qu'il faudra une nana comme moi parce que je suis insupportable. Ça se voit, ça transpire. Est-ce que tu as une question que tu aurais aimé que je te pose? Bah non, non, écoute, je pense qu'on a balayé déjà de manière générale. Moi, ce que j'invite à faire les gens de ta communauté, c'est à oser poser des questions sous la vidéo quand tu la posteras, parce que pareil, tu me tags et je répondrai avec grand plaisir. Voilà. Ok. Allez, un livre, un conseil, un cadeau offert. Un livre, un conseil, un truc. Bah, un livre conseil, le mien. Mais sinon, tiens, par rapport à ça, plus un cadeau, j'ai envie de vous dire, sortez des bouquins et mettez-vous en action, en fait, c'est ça. En fait, c'est plutôt ça le cadeau que j'ai envie de faire. Sortez des bouquins parce que c'est un piège. C'est un piège, vous restez coincé, vous passez jamais à l'action. Sortez des bouquins et commencez par la politique des petits pas. Un pas à la fois, une étape après l'autre. Ça sert à rien de prendre des objectifs énormes, ça va vous faire peur, vous ne le ferez jamais. Fixez-vous des mini-objectifs qui vous permettront d'en atteindre un grand. Voilà mon dernier cadeau. C'est Mathieu Boinet depuis l'interview de leader. Je sens que la télé est prête pour toi, là. Je sens que la télé est prête. Qui sait? Merci beaucoup, Mathieu. Merci à toi, c'est cool, ça fait plaisir. Salut.